Sur l'ensemble de sa vie, chaque citoyen belge mange environ 5 vaches, 7 moutons, 42 cochons, 891 poulets, 43 dindes et 24 lapins. Dans ce petit pays qu'est la Belgique, 285 millions d'animaux sont abattus chaque année. Alors si je calcule bien 200... Le monde agricole qui était quand même au départ le fournisseur de nourriture, et aujourd'hui on a l'impression que l'agriculteur il est un peu mis sur le côté, on le regarde avec mépris dans certains coins. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cet état de fait? Oui, alors sans refaire l'ensemble de l'histoire, il faut peut-être, pour ce qui est de l'Union européenne, revenir un tout petit peu au point de départ. Le point de départ étant l'idée que dans les années de la fin des années 50, qu'il fallait que l'Europe soit autosuffisante sur le terrain alimentaire. Pour ce faire, dans le traité de Rome de 1957, qui va se mettre en application en 1960, il y avait une partie qui était une partie de politique agricole commune, et la politique agricole commune, la PAC, va être la première grande politique en fait de l'Union européenne à partir de 1960, 61, 62. Et ce qui va se mettre en place, c'est un système assez remarquable. Remarquable parce qu'on va déterminer, pour ce qui est de l'Europe, un prix vert qui va être simplement visible à l'intérieur des frontières, à l'époque très faibles, ces 6 pays qui composent l'Union européenne, qu'on appelle à l'époque la CE, la Communauté économique européenne. Et donc on va déterminer l'idée qu'il faut augmenter la production alimentaire. Et pour augmenter la production alimentaire, on va prendre en compte un certain nombre de méthodes qui sont des méthodes de l'industrie, c'est-à-dire qu'on va produire en grand nombre. Et la situation va encore plus changer à partir des années 1980, parce que dans ces années-là, on va déterminer une idée supplémentaire qui est qu'il faut absolument être concurrentiel sur le marché mondial. Et concurrentiel sur le marché mondial change totalement la donne. Parce qu'on était parti de l'autosuffisance alimentaire, et de l'autosuffisance alimentaire, on passe à l'idée qu'il faut gagner des parts de marché sur les concurrents. Et l'autre grand concurrent, c'est évidemment les États-Unis. En gros, l'Union européenne et les États-Unis représentent à peu près la même proportion du marché mondial, 11,5% en gros pour ce qui est de l'Union européenne, 11,8% pour ce qui est des États-Unis. Et chacun des concurrents va essayer de prendre des parts sur le marché mondial. Pour prendre des parts sur le marché mondial, il faut être, comme on dit aujourd'hui, compétitif. C'est-à-dire il faut produire plus en moins de temps et il faut baisser le prix global au niveau mondial de manière à gagner des parts de marché. Et cette logique va déterminer tout ce qui est le type de production qu'on a vu. C'est-à-dire qu'à partir de là, il en est terminé de la production habituelle, notamment sur le terrain de la viande, qui est qu'on va faire paître les vaches, par exemple. On va donc déterminer une production qui est une production en grande série. À un moment donné, dans le film, il est question des économies d'échelle. Pour faire des économies d'échelle, il faut que les charges fixes soient réparties, c'est-à-dire les installations, sur le plus grand nombre d'animaux en l'occurrence, mais c'est valable pour l'ensemble de l'industrie. Et donc il faut que le coût unitaire diminue le plus possible. Et c'est ce qui donne le productivisme, qui est un productivisme très important, qui va marquer l'ensemble de l'agriculture, mais qui va marquer aussi les restructurations agricoles. Ce qu'on appelle tout ce qui est le réaménagement, va faire en sorte de créer des grandes exploitations agricoles, parce que les grandes exploitations agricoles vont fonctionner sur le terrain de l'industrie capitaliste, avec l'idée de faire du profit, et le profit maximum, en diminuant les coûts, l'ensemble des coûts, donc de faire en sorte de produire plus avec donc ce qui coûte le moins cher. Et on a toute cette évolution qui est qu'on passe ensuite à la farine animale, etc. Parce que tout ça
L'idée étant, ça va coûter moins cher et donc on va gagner des parts de marché au niveau mondial. Dans les années 1995, on va créer l'Organisation mondiale du commerce et à partir de ce moment-là, on va déterminer l'idée qu'il faut qu'il y ait une tendance au libre-échange international. Et ça va jouer sur ce qu'on appelle les pays sous-développés. On voit développement, aujourd'hui on parlera des pays émergents, parce que pour ces pays, il y a l'idée du tout à l'exportation. Il faut exporter davantage et toujours plus, de manière à récupérer le plus de devises sur le marché mondial et pouvoir comme ça assurer à la fois le paiement du service de la dette, puisqu'il y a une grande crise de la dette pour l'ensemble des pays émergents, et aussi payer le développement, les dépenses qui sont les dépenses internes à chacun des pays. Et on va donc avoir un développement qui est énorme de l'exportation au détriment, pour ce qui est de ces pays, des cultures vivrières et donc de tout ce qui est alimentation propre de la population locale. Et à partir de là, on va complètement désagréger le système. Et on va avoir donc une augmentation de ce qui existait déjà, de la crise écologique, et cette crise écologique qui se traduit par les crises climatiques, par le réchauffement, etc., va absolument se développer sans qu'aucun gouvernement, aucune structure, aucune institution ne se pose le problème, au point de départ en tous les cas. Et dans la crise actuelle, la dimension de la crise écologique est fondamentale. Et si on veut répondre à l'ensemble des crises, il faut se préoccuper de la crise écologique. Et ce qui est dit dans le film, et pour terminer, c'est qu'évidemment, c'est une conséquence sur nous-mêmes, c'est une conséquence sur notre santé, sur ce que nous sommes, sur ce que nous allons devenir, sur ce que le monde va devenir. Parce que si on continue comme ça, on risque d'avoir un certain nombre de maladies contre lesquelles on ne pourra pas lutter. Il y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est que dans les pays développés, désormais, l'espérance de vie en bonne santé a reculé ces derniers temps. On vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps moins bien qu'auparavant. Et c'est important de comprendre que ce recul est lié en même temps aux modalités de l'alimentation, à ce qu'on nous fait manger, à ce qu'on nous fait subir comme type d'alimentation. Donc la malbouffe fait partie en même temps de la lutte contre la crise écologique et la crise tout court telle qu'elle existe aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, à un moment donné, il est dit le consommateur a un pouvoir. Il a un pouvoir qui est limité par ses revenus. Il faut comprendre évidemment que ce sont en général ceux qui ont les plus bas revenus qui mangent le plus mal, mais dans le cadre capitaliste actuel, peut-être que c'est intéressant. Finalement, si les pauvres meurent, ça permet de résoudre bien des problèmes. On a du mal à imaginer quand on mange son hamburger à Paris, Londres ou Berlin, qu'il a un impact sur la forêt amazonienne, là-bas au fin fond de l'Amérique latine. A Amazônia nossa está se acabando e o que está nos abrangindo nos arredores também, os fazendeiros também estão tirando. Então, colocando isso, né, as aparências e os acontecimentos que acontecem do dia a dia, é o que nós estamos vendo hoje. Então, o movimento civil, a necessidade, né, de fazer as grandes ocupações nas grandes fazendas latifundiárias para tentar resgatar o nosso reflorestamento que nós não estamos tendo mais. En effet, la loi brésilienne permet à celui qui brûle une parcelle de forêt et y développe une activité économique d'en devenir automatiquement propriétaire. Alors, les grands industriels y viennent, chassent les petits paysans, déboisent et y introduisent leur bétail. Le mouvement des paysans sans terre est une organisation populaire qui milite donc pour que ces paysans brésiliens disposent de terrains cultivables pour pouvoir en vivre. Ce mouvement compte aujourd'hui. Juste un petit mot. Vous savez que vous avez en face de vous les agriculteurs de demain. Il y en a à peu près 300 ici, et à peu près au moins 200 qui seront agriculteurs. Est-ce que les images que l'on voit actuellement à la télévision avec les bonéraux de la crise en Bretagne, c'est pas un signe annonciateur d'une métamorphose de l'agriculture productiviste ou est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps et jusqu'à aller dans le mur? Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si la Bretagne est un bon exemple dans ce qui se passe actuellement, mais en tous les cas, il y a des réactions qui s'effectuent et ces réactions sont importantes, y compris pour notre région. Notre région a une très forte dimension de l'industrie agroalimentaire. Si on veut que cette industrie agroalimentaire puisse se régénérer, il
faut bien sûr mettre en œuvre de nouvelles pratiques et de nouvelles manières de concevoir l'agriculture, la nourriture et la manière de les créer. Je crois qu'il y a des réactions qui s'effectuent. Et ces réactions sont importantes, elles existent désormais un peu partout. Il y a des liens, ça a été dit, entre les consommateurs et les producteurs, des liens directs. Ça se développe dans l'ensemble des pays développés, ça se développe aux États-Unis. On fait aujourd'hui beaucoup de ces circuits courts. Et c'est important les circuits courts parce que ça détermine en fait la dimension des cultures vivrières, de savoir pour qui on produit, de quelle manière on produit, et d'éviter les frais de transport qui coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Il est complètement délirant d'avoir des produits qui viennent de très loin, alors qu'on peut nourrir des populations par l'intermédiaire des cultures vivrières. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience existe, elle est une prise de conscience qui se développe de plus en plus, mais cette prise de conscience se heurte à des contraintes qui sont des contraintes d'importance. Regardez la situation actuelle dans le cadre des discussions, pas seulement en France, mais des discussions budgétaires. On s'aperçoit que de plus en plus, on considère la dimension écologique comme étant une dimension qui coûte cher et qui ne rapporte rien. Autrement dit, qu'on met en avant l'idée que pour lutter contre la crise actuelle, la crise économique, la crise financière, il faudrait remettre en cause l'ensemble des dépenses liées à l'écologie. C'est une erreur totale. Au contraire, aujourd'hui, tout ce qui est dépenses d'écologie pourrait susciter une nouvelle croissance. Aujourd'hui, on est obligé de s'interroger sur le type de croissance que nous mettons en place. Pour qui est-ce qu'on produit? Pourquoi produit-on? De quelle manière produit-on? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un temps de travail qui augmente? Est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas réduire le temps de travail? S'interroger sur ce qu'est notre environnement, comment on peut lutter contre l'environnement. Ce sont des questions clés qui sont des questions absolument importantes pour demain. Quel monde on veut construire? Est-ce qu'on veut construire ce monde complètement délirant qui marche sur la tête, où les coûts de production doivent être forcément les plus bas possibles, où il faut faire des marchandises qui sont renouvelables avec des quantités qui sont des quantités énormes qui ne sont pas liées aux besoins de la population? Ou est-ce qu'on veut aujourd'hui s'interroger sur quels sont nos besoins, quel type de production on peut mettre en place et comment on peut vivre mieux de manière générale? Parce qu'en fait, ça fait partie de l'ensemble et on pourrait s'interroger sur tout ce qui est éthique à l'heure actuelle. Et je voudrais terminer là-dessus. Très souvent, on fait le procès à l'économie politique de n'être pas une science morale, ce qui est vrai. En tant que telle, l'économie politique ne l'est pas. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la crise et des réponses à la crise, on pourrait se dire que l'éthique et l'économie peuvent faire bon ménage, parce que si on met l'éthique au premier plan, on pourra aujourd'hui déterminer de nouvelles formes de création de richesse, et ces créations de richesse seront plus à même de répondre aux besoins réels des populations. Le hors-sol, ça veut dire que je vais essayer d'obtenir le maximum de protéines dans le minimum de temps et le minimum d'espace. Et comment je vais obtenir donc ce maximum? Je vais doper l'animal, c'est-à-dire que je vais le suralimenter de façon à ce qu'il produise le plus vite possible des protéines, de façon à ce qu'il grossisse vite pour représenter lui-même des masses de protéines. Et comme l'herbe ne suffisait plus pour produire toutes ces protéines, eh bien on a fait appel à la science. Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des beefsteaks de demain. Grâce à ces incursions dans les entrailles de la bête, on sait maintenant que pour améliorer le rendement des bovins, il faut abandonner les fourrages d'antan. Les plus anciens ici se souviennent peut-être, on dit foutu, on mange trop. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2013, on peut encore donner ce discours? Est-ce qu'on mange trop et quoi est-ce qu'on mange trop? Parce que je pense qu'ici, on est un certain nombre, les mois de premier, à bien apprécier une entrecôte. Est-ce qu'on doit se culpabiliser pour autant? Et vous nous préciserez peut-être aussi la différence entre diététicienne et nutritionniste. Alors oui, je vais commencer par l'appellation. Donc la diététique, c'est l'art du bien manger avec cette notion de plaisir et de culture. Ça vient de nos ancêtres. On répercute des modèles alimentaires qui nous ont été enseignés. Donc ça, c'est la diététique. On ne mange pas pareil dans le nord de la France que dans le sud de la France. Donc on n'est pas diététicien normand et travaillant dans le sud, ça irait parfois à l'encontre de nos éthiques.
Alors pour la nutrition, et ben là on est dans le concept pathologie, traitement, soins des maladies liées au déséquilibre alimentaire. Voilà, c'était pour un petit peu la dénomination. Alors mange-t-on trop de viande en France? C'est vrai que ce documentaire pousse à réflexion. On s'aperçoit qu'on a des élevages là qui nous viennent des États-Unis, très intensifs. Donc en France, aujourd'hui, les chiffres, j'ai été les demander au CREDOC, qui sont des enquêtes de consommation. Les Français consomment 55 grammes de viande de boucherie par jour en moyenne, chez les adultes. Voilà. Donc aujourd'hui, cette consommation, si on la rapporte à la semaine, on va passer à 140 grammes quand on ajoute à cette consommation de viande de boucherie tous les produits carnés. Donc les produits carnés, ça va être la volaille, ça va être également tout ce qui va être viande de volaille. Donc les viandes de mammifères, volaille et produits carnés, charcuterie. Donc voilà, donc nous, actuellement en France, on estime qu'on est correct par rapport à nos besoins nutritionnels. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé a préconisé, pour que notre état de santé soit suffisant, qu'on soit en bonne santé, a préconisé de consommer 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Vous prendrez votre poids, vous prendrez votre petite calculatrice, vous multiplierez votre poids par le 0,8 et ça vous indiquera la quantité de protéines qu'il faut consommer journalièrement pour pouvoir couvrir tous vos besoins. Ces besoins de couverture, c'est pour bien sûr les cheveux, la peau, les os, les muscles, nos viscères. Tout le corps humain est composé de protéines. Donc je voulais aussi rappeler que l'être humain est omnivore et que de ce régime alimentaire, il en ressort qu'il faut être diversifié, que la diversification alimentaire va se faire par le biais, bien évidemment, d'une consommation de végétaux, de produits céréaliers et également produits laitiers, produits carnés, produits viande. Voilà. Donc je souhaitais aussi rajouter, face à ce documentaire, qu'il ne va pas falloir chercher à diaboliser la viande, puisque la viande est aujourd'hui notre première source de protéines d'origine animale, et que pour qu'un modèle de régime alimentaire soit équilibré, on souhaiterait apporter à peu près l'équivalent de 50% de protéines animales contre 50% de protéines végétales. Voilà, alors on pourrait aussi, alors peut-être qu'il y aura des questions à ce sujet, est-ce que la viande, on peut la substituer? Alors elle a la tout premier des protéines, mais la viande c'est aussi une source de fer, un fer qu'on appelle un fer héminique, de très bonne qualité nutritionnelle, dont l'absorption au niveau digestif est à hauteur de 25%. Si on compare au fer des végétaux, type lentilles, épinards, l'absorption de ce fer non héminique végétal est à hauteur de 5% au niveau du tube digestif. Donc pour apporter du fer en quantité suffisante, il faudrait effectivement avoir parfois des rations de végétaux extrêmement élevées, avec les risques aussi de coupler ces apports de végétaux avec des fibres. Et vous savez, nos besoins nutritionnels en apport de fibres sont de 30 grammes. Au-delà, on va générer des troubles digestifs, des ballonnements, des gaz, qui vont gêner, bien sûr, notre état de santé. Voilà. Alors, dans la viande, on retrouve d'autres substances. La viande, c'est pas que des protéines, parce que le documentaire, c'est protéines. On a des vitamines dans la viande qui se complètent et qui se supplémentent aux végétaux de notre alimentation, notamment la vitamine B12, que nous ne retrouvons pas dans les végétaux. Voilà. Alors, prenons le temps de nous poser la question. La vache est l'espèce ruminante domestique la plus répandue sur la planète. La vache est un mammifère herbivore qui possède 4 pattes et 2 cornes. La vache aime brouter, regarder passer des trains, faire tourner des petites boîtes et laisser des pièges plus ou moins marrants. La vache n'aime pas vivre et mourir en cage, manger de la nourriture difficile à digérer ou porter la responsabilité des gaz à effet de serre. Donc, on a parlé d'économie mondiale, internationale, mais à l'échelle locale, comment est-ce qu'aujourd'hui un syndicat, quel qu'il soit, peut amener un discours pour aller justement dans cette réduction? On va revenir à notre département. Oui, donc je pense que alors je vais me cantonner à la première
bovine, théoriquement, dans notre département, historiquement, elle était produite à base d'herbe. Ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. On a une disparition importante, notamment des prairies naturelles, retournement des prairies de façon assez importante depuis la mise en place des références historiques liées à la PAC. Donc on a une diminution de cette production de viande à base d'herbe, donc qui est remplacée par du taurillon, voire on assiste actuellement par exemple à la mise en place de troupeaux de vaches allaitantes dites hors sol, donc ce qui peut choquer, une vache allaitante en général on la voit toujours auprès, et donc ce que je voudrais dire aussi c'est que la production de viande bovine est un petit peu un mal nécessaire, donc sur l'aménagement du territoire. On sait très bien qu'il y a des terres qui ne sont pas labourables, les zones humides, les coteaux, on n'est pas en zone de montagne. C'est vrai que c'est un mal, on peut dire que c'est un mal nécessaire. Et donc, il y a juste les vaches, les ovins, les caprins qui peuvent valoriser de l'herbe et donc produire des protéines. Et donc, c'est important, effectivement, de se rappeler ce point. Alors, ceci dit, moi, je représente un syndicat minoritaire, et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on était en action hier, on était aussi en conférence de presse la semaine dernière, c'est qu'on assiste à une industrialisation de l'agriculture. Et notamment, par exemple, dans le cadre de la réforme de la PAC, ce qu'on appelle l'adaptation française de la réforme de la PAC, il y a un syndicat aujourd'hui qui est majoritaire qui dit je vais être caricatural, mais on va supprimer 50% des producteurs de vaches allaitantes. Et notamment, ça représente aussi ça dans le département de l'Orne, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui vont être exclus des aides couplées, des nouvelles aides couplées à la vache allaitante dans le cadre de la réforme 2015-2020. Voilà. Pour un petit peu relativiser ce qu'il pouvait dire dans le film, voilà, je pense que l'élevage a un mal nécessaire. Pour l'économie locale, c'est une filière très très importante, ça représente beaucoup d'emplois, ça représente un aménagement du territoire, ça aménage le territoire, ça préserve les territoires bocagés, le paysage orné, le paysage normand. Donc voilà, c'est un élevage qui doit perdurer, qui va perdurer. Donc voilà. Ensuite, il y a plusieurs types de consommation de ces produits. Moi, je m'occupe de groupes d'agriculteurs qui font plus de la vente directe ou de la vente en circuit court. Donc, j'ai des producteurs qui approvisionnent les restaurants, les grandes surfaces, les boucheries, un grand type de débouchés. Et donc voilà, c'est une agriculture qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande qui se développe. Vous, vos parents, vos familles consomment de plus en plus de viande issue de ces circuits-là, donc quelque chose d'important. Bien entendu, tous les producteurs de l'Orne ne peuvent pas produire comme ça ou ne le souhaitent pas parce qu'il y a d'autres débouchés qui sont à leur disposition. On a aussi des gros outils de transformation sur le territoire, des gros abattoirs qui doivent également exister. Donc il faut absolument maintenir cette diversité d'agriculture avec des producteurs qui produisent en circuit court, des producteurs qui font des produits à destination des abattoirs et des industries agroalimentaires. Donc voilà, c'est vraiment important. Pour parler de diversification du régime alimentaire, il faut également avoir une diversification maximum de l'agriculture pour être dépendant d'aucun marché. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas devenir dépendant comme certains pays ou certaines régions ont pu le faire, d'être dépendant d'un seul marché. Donc nous, on va dire qu'en Normandie, on a eu cette force de se diversifier avec des productions laitières, des produits laitiers, des productions carnées, grâce à des races comme la normande qui sont mixtes en plus. Donc voilà, on a vraiment cette force-là. Et donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Alors, prenons le temps de nous poser la question. Le cochon est un mammifère domestique qui a 4 pattes, une grosse tête et un groin. Le cochon est omnivore et c'est aussi la viande la plus consommée au monde. Le cochon aime jouer dans la boue, épargner des sous et se moquer des loups. Le cochon n'aime pas vivre en prison, sur ses déjections, surtout quand celle-ci pollue la planète. On peut imaginer que l'on revienne à une agriculture plus traditionnelle, c'est-à-dire plus ces fameux élevages industriels de milliers de porcs. Thierry, peut-être? Alors, un exemple, c'est la volaille. En France, on est déficitaire de 40% de viande de volaille. La Bretagne exportait sur les pays du Moyen-Orient, Asie, je crois maintenant,
ces restitutions s'arrêtent le 1er janvier 2014. Et donc, on est très surpris, effectivement, voilà, on n'est pas surpris de cette crise, mais on est surpris des réactions, notamment en Bretagne. Bon, c'est un peu compliqué, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là, il n'y a pas eu de remise en cause du système. C'est-à-dire, par exemple, vous allez prendre un abattoir Sapco, je crois, alors c'est dans le centre-Bretagne, qui va licencier de façon importante. Il n'abattait que des poulets pour l'exportation. Vous avez, je crois, 800 salariés qui sont dépendants d'un abattoir qui ne peuvent abattre que des poulets de moins d'1,5 kg. C'est-à-dire que si on veut changer le système en Bretagne, cet abattoir, il faut le reconditionner. Donc c'est vrai que voilà, l'industrie, c'est lourd, c'est très compliqué, mais on peut aussi produire du poulet autrement, et la preuve, puisqu'on a un déficit en viande de poulet. Alors, prenons le temps de nous poser la question. Le poulet est un animal domestique qui a 2 pattes et un bec. Le poulet aime se balader et piquerer, créer de gros dilemmes et se promener en famille. Le poulet n'aime pas qu'on lui coupe le bec ou qu'on l'enferme dans une cage dont la taille ne dépasse pas celle d'une boîte à chaussures. Les porcs qui sont élevés en Bretagne, tués en Allemagne, découpés en Finlande ou en Suède, vous confirmez? Oui, aujourd'hui c'est le cas, c'est ce qui a été dit, ça fonctionne suivant le modèle industriel, autrement dit, on peut très bien déterminer des circuits qui sont les circuits, non pas les plus courts, mais les moins chers, et donc à partir de ce moment-là, il y a une espèce de concurrence interne à l'intérieur de l'ensemble de ces circuits pour essayer d'attirer le plus possible de viande à abattre pour ce qui est des abattoirs, mais c'est valable pour l'ensemble des conditions qui sont faites dans ce circuit économique. En fait, on raisonne comme pour l'industrie, c'est ce que je disais tout à l'heure qui est très important. Il faut comprendre que dans l'agriculture, si on parle de compétitivité, comme on le fait pour l'industrie aujourd'hui, et c'est peut-être une erreur pour l'industrie aussi, on détermine le fait que dans cette compétitivité, il faut diminuer le plus possible le prix de vente pour prendre des parts de marché à l'étranger. Ça suppose dans le même temps qu'on subventionne un certain nombre d'éleveurs, d'agriculteurs, pour qu'ils puissent faire en sorte de prendre des parts de marché à l'étranger. C'est valable autant pour les États-Unis que pour l'Union européenne. L'ensemble des pays subventionnent leur agriculture, non pas pour nourrir les populations, mais pour prendre des parts de marché. Il s'agit de balance, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup d'économies, mais on parle de balance commerciale, de nécessité d'augmenter les exportations pour pouvoir faire en sorte que le pays réunisse le plus de devises possible. Le tout à l'exportation dont je parlais tout à l'heure, voilà ces conséquences qui sont des conséquences dramatiques. On a l'impression quand même qu'on vit au niveau local une situation qui est une situation dont on n'a pas la maîtrise de toutes les données. Les contraintes sont extérieures au local. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est fortement internationalisé. On dit globalisé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, ce qui est le plus important peut-être, c'est cette idée qu'il faut absolument gagner des parts de marché, il faut absolument être compétitif. Il faut que dans la concurrence internationale, on puisse être les meilleurs. Et je crois que cette manière de poser les problèmes est une façon de marcher sur la tête, et sur la tête de la majorité des populations, parce qu'en fait, on ne s'interroge pas sur ce qui est le propre de l'agriculture. Et pour moi, le propre de l'agriculture, c'est la culture. C'est-à-dire, nous avons une culture spécifique régionale, nationale. Cette culture spécifique, elle dépend en même temps de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons au niveau de l'agriculture. Il faut comprendre que mettre en œuvre des critères qui sont des critères de compétitivité, qui sont des critères de baisse des coûts, est absolument absurde. C'est absurde pour tout le monde, c'est absurde pour le monde entier. Les conséquences qui se font sentir, y compris dans les pays qu'on appellera émergents, ou dans les pays qui sont aujourd'hui les pays d'Afrique, c'est des déstructurations qui ne sont pas seulement des déstructurations économiques, ce sont des déstructurations culturelles. On perd le sens de notre culture, du rapport à notre culture. Le problème, ce n'est pas évidemment de mettre une frontière qui serait une frontière pour préserver ce qui serait soi-disant notre culture française, c'est au contraire de confronter la culture française aux autres, mais pour confronter cette culture, il faut qu'elle existe et il faut que les autres existent aussi.
Et quand on comprend cette dimension, on comprend que derrière l'idée de culture vivrière, il y a plus que de l'agriculture ou plus que de l'économie. Il y va de notre survie en termes simplement d'humanité. Il n'y a pas encore de consommation réelle de produits carnés en Afrique. Traditionnellement, la viande se consomme à de grandes occasions. Elle n'est pas encore dans la consommation traditionnelle de l'Africain. Tuer est un rite. Immoler un mouton, c'est un rite. On le fait à des occasions. Jamais la viande produite en Europe, conservée dans des réfrigérateurs pendant des années, n'a été destinée à nourrir les populations africaines. Le paysan du Limousin n'a pas produit pour se dire « je vais nourrir un paysan sénégalais ». Il produit pour se dire « je vais faire le maximum de revenus ». Mon système politique me le permet, mon système économique me le permet. Plus je produis, plus je gagne. Parce que plus j'exporte, plus on me donne des subventions de restitution et des subventions de production. Ce qui vous permet de vous annoncer d'ailleurs dans une petite parenthèse, le menu de ce midi pour l'entrée, ça sera du minerai. Alors je pense que ça a dû interpeller pas mal de gens, le minerai. Est-ce que depuis le printemps, vous avez constaté une modification, des gens qui se sont un petit peu inquiétés de ce qu'on avait dans votre assiette? Et puis j'en profite pour vous poser une deuxième question à la même, une question dans la salle. Est-ce que le fait de ne plus manger de viande peut nous entraîner des maladies? Est-ce qu'on n'est pas sujet à des carences? Alors effectivement, moi j'exerce en libéral, donc je vois énormément de patients et malheureusement des patients qui ne sont pas toujours en bonne santé, qui sont en déséquilibre alimentaire. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité sur tout ce qui est surpêche, l'élevage intensif, l'industrialisation, mais je dirais que ça ne date pas de cette année. Nous, on a eu la grosse crise dans la région bas-normande concernant l'ESB, donc où la viande, on a vu petit à petit les marchés se perdre. Donc on a essayé un petit peu de remonter la filière en revalorisant un peu le produit viande, c'est vrai. Donc des crises alimentaires, il y en a eu, il y en aura encore. L'être humain fait des erreurs, on se sert de nos erreurs pour avancer. Et ça, je pense que les agriculteurs, vous êtes très demandeurs justement de peut-être de nouveaux élevages. Qu'est-ce qui va être le mieux? Parce que je ne pense pas qu'un jeune agriculteur ait envie aujourd'hui de nourrir uniquement sa vache avec du soja. Ce n'est pas sa volonté première. Si on lui propose d'autres types de cultures, d'autres exploitations, d'autres façons de faire, je pense qu'il pourra être que preneur. Surtout s'il sait effectivement que c'est pour préserver notre planète. Donc ça, c'était la première chose. Les crises alimentaires, ça a toujours été, il y en aura d'autres. Au Moyen-Âge, on a eu la crise sur la tomate. La tomate, on avait considéré comme un poison à l'époque. Donc depuis temps, il y a eu toutes ces crises. Alors concernant les risques, lorsqu'un être humain omnivore ne consomme plus de produits carnés. Donc produits carnés, ça englobe tous les produits issus des animaux. Ça peut être aussi une éviction parfois du lait, de l'élevage qui est aussi une source de protéines. Quand on est dans ce cadre-là, bien évidemment, on est obligé d'aller consulter un professionnel de la nutrition pour... Faudra-t-il un jour, comme le dit si bien Pierre Rabhi, qu'avant de passer à table, au lieu de se dire bon appétit, on se dise bonne chance? First of all, it is actually tragic that we should even have to think of the issue of safety in food. Food should be safe. Safety should be defined in terms of health. In my view, foods that are giving children obesity are dangerous to health. They're not safe, but they're labeled as safe. They're promoted. Alors concernant les risques, lorsqu'un être humain omnivore ne consomme plus de produits carnés. Donc, produits carnés, ça englobe tous les produits issus des animaux. Ça peut être aussi une éviction parfois du lait, de l'élevage qui est aussi une source de protéines. Quand on est dans ce cadre-là, bien évidemment, on est obligé d'aller consulter un professionnel de la nutrition pour essayer de pallier à ces éventuelles carences. Donc les carences vont se combler comment? Avec des conseils diététiques en substituant la viande avec d'autres produits. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut très bien trouver des protéines d'origine végétale, mais malheureusement pour couvrir nos besoins, on va avoir besoin d'une telle quantité de végétaux
qu'on va apporter trop de fibres à notre ration, avec les effets délétères que ça peut engendrer. Donc on a plutôt aujourd'hui tendance à substituer par des moyens médicamenteux. Donc on va avoir tendance à donner des petits cachets de fer, par exemple, quand il y a une éviction des viandes dites rouges. On va avoir tendance à utiliser d'autres substituts aujourd'hui pour la vitamine B12, comme la spiruline, mais malheureusement tous ces produits sont extrêmement coûteux et on le sait aujourd'hui, on ne peut pas isoler de la matrice alimentaire les nutriments. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est toute une alchimie et ce sont les mélanges des différents nutriments qui font la qualité de notre alimentation. Alors je vais vous donner un exemple concernant la viande. La viande, vous avez du fer dans la viande. Le fer, vous le savez, c'est un métal, c'est extrêmement oxydatif. Quand le fer rentre dans le corps humain, notre corps est composé à 60% d'eau. Donc le fer va avoir tendance à s'oxyder, va créer des actions qui sont inflammatoires, des actions qui sont même délétères, dangereuses pour notre santé. Alors la chance que nous avons, c'est que dans la viande, il y a du sélénium. Le sélénium, il y a du zinc, il y a des oligo-éléments qui ont des effets antioxydants, donc qui vont contrecarrer les effets du fer. Donc on a cette chance dans l'alimentation de base, c'est pour ça que l'être humain est fait pour manger les produits qui sont sur cette planète. Nous avons la chance d'avoir vraiment un équilibre parfait à l'heure actuelle, et il va être très difficile pour nos chercheurs d'isoler constamment les nutriments et d'essayer d'inventer la fameuse pilule parfaite qui contiendrait aujourd'hui tous les nutriments nécessaires, c'est-à-dire les 13 vitamines nécessaires, les 8 minéraux, les fameuses protéines, les glucides, et tous les acides aminés, bien sûr, en bonne proportion. Voilà. Donc, on verra, l'avenir pourra peut-être développer ces modèles-là, mais pour l'instant, on n'y est absolument pas, et il est extrêmement délicat aujourd'hui d'évincer d'un régime alimentaire omnivore un groupe alimentaire essentiel. Alors maintenant, la question se pose peut-être effectivement de la quantité, du volume, et oui, il y a quand même encore aujourd'hui trop de gros consommateurs de viande, et les gros consommateurs, on va les retrouver surtout chez des personnes qui sont en modèle extérieur à la maison, c'est-à-dire quand vous allez chez un restaurateur qui lui va vous servir une ration de viande bien supérieure aux besoins nutritionnels. Et je voulais rappeler aussi, parce que là c'est un peu notre guerre par rapport à la restauration, la quantité de protéines est proportionnelle à votre gabarit. Donc il est évident qu'aujourd'hui, un athlète d'1,85 m ne doit pas manger les mêmes quantités de viande. I think people are very confused about what they can do. People want to do their bit. They want to make a meaningful difference, but they don't necessarily know what to do. So our campaign says, try one meat-free day in the week. I think the point about this that attracts me to this idea is it is very doable. C'est la ville de Gand, en Belgique, qui a démarré le jour sans viande. Mais aujourd'hui, de pareilles initiatives surgissent partout. La dernière en date, c'est Bruxelles, qui veut faire de son Veggie Thursday un exemple pour l'Europe. Alors, des agriculteurs raisonnent... En terrain, je vais présenter rapidement en 2 mots ce que c'est. C'est un réseau qui est présent donc, sur tout le département de l'Orne, qui regroupe une centaine d'agriculteurs et d'artisans qui transforment des produits agricoles issus de leur exploitation, des exploitations alentours. Ce marché, on va dire, à cause des crises alimentaires successives, s'est développé. Il y a une demande de plus en plus importante parce que les gens veulent un peu savoir, veulent que leurs aliments soient tracés au maximum. Donc on va dire qu'il y a une montée en puissance de cette consommation. Après, de là à spécialiser une agriculture que sur ce modèle-là, je pense qu'il y aura un problème parce que la demande en face ne serait sans doute pas présente parce que, en termes, on parlait tout à l'heure du coût de la vie, voilà, tout le monde ne peut pas forcément consommer tous les produits avec des produits fermiers. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on ne peut pas généraliser ce modèle sur toute l'agriculture. Par contre, nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est au maximum de diversifier les débouchés. Donc, vous les connaissez, il y a les débouchés liés à la vente directe. On peut aller chez un agriculteur acheter les produits. On essaie de développer les débouchés des producteurs chez les restaurateurs, chez les épiceries, les grandes surfaces. Mais après, il y aurait plein d'autres choses à mettre en place, plein d'autres débouchés qui peuvent être envisageables. Les grandes surfaces sont
bien développé sur les drives, nous pouvons envisager sur des départements comme l'Orne ou en Normandie, comme ça existe déjà, des drives fermiers. Ce seraient des moyens pour rendre plus accessibles ces produits, avec des charges de structure qui sont diluées par plusieurs exploitations, donc où le prix de revient du produit serait fortement plus faible que si qu'un producteur marchait seul. Il y a également les points de vente collectifs fermiers qui pourraient se développer. Ce sont des débouchés qui existent déjà très fortement dans le sud de la France, mais qui, au nord de la Loire, sont assez peu développés. On pourrait développer ce système-là qui vous permettrait d'aller à un endroit pour acheter un maximum de produits de qualité issus de votre territoire. Après, il y a un débouché qu'on va essayer de développer à l'avenir aussi, c'est la vente en ligne. Les achats en vente en ligne se développent chaque année, chaque mois, chaque trimestre. On voit des augmentations de 1 à 10% d'augmentation de cette consommation. On aimerait bien rendre ces débouchés accessibles aux agriculteurs. Un certain nombre y sont déjà, mais voilà, on a encore des moyens d'action pour développer cette consommation locale, pour continuer à aller dans le sens d'une consommation un peu plus, donc une reterritorialisation des achats. Donc voilà, on a encore des outils à notre portée, mais je vais poser à d'autres économistes, parce que vous jonglez beaucoup avec les chiffres. Une image au tout début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1 kg de viande, vous savez combien de litres d'eau il fallait, vous en rappelez? 15 500 litres, c'est-à-dire 15 mètres cubes d'eau. Comment est-ce qu'on peut trouver ces chiffres? Ah, vous êtes... Non, je laisse la parole et puis on le pensera. Oui, alors, comment on trouve ce chiffre? Je crois que c'est une très bonne question parce que ça montre de quelle façon on peut manier les chiffres. À partir du moment où on ne dit pas quels sont les rapports qu'on met en place, quel est le temps pendant lequel on se situe, dans le temps on se situe, la durée, on ne peut pas répondre à cette question. Je ne sais pas d'où provient le chiffre, le nombre en l'occurrence, je ne sais pas comment ils ont fait le calcul parce qu'ils ne me le disent pas, et donc on ne peut pas, il faut faire très attention d'ailleurs à ça, attention statistique. Quand j'étais petit à l'école, il y avait un ouvrage qui s'appelait comme ça, mais c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas manier les chiffres n'importe comment. Que quand on manie un chiffre, il faut dire à quoi on fait référence. Par exemple, si je dis aujourd'hui que la croissance économique française est négative parce qu'elle est de moins 0,1%, il faut que je dise qu'il s'agit seulement du deuxième trimestre de l'année 2013, que c'est par rapport au premier trimestre de l'année 2013, et qu'en plus on raisonne suivant un rythme annuel, ce qui veut dire que le chiffre du trimestre est en fait un chiffre que je reprends sur le terrain de l'année. Je sais, tout le monde n'a pas compris, je vois bien, mais c'est pour dire simplement qu'on manie des chiffres sans dire quel est le contenu, comment on a fait le calcul et par rapport à quoi on fait le calcul. Et donc on ne peut pas prendre n'importe quel chiffre, on ne peut pas faire confiance directement à un chiffre sous prétexte que c'est un chiffre. Voilà. Le contexte, on va dire, normand, c'est un contexte pédoclimatique, c'est un contexte de conditions de production. Les calculs ont été faits et ces calculs prennent en compte tout l'eau de pluie qui tombe sur les parcelles pour faire pousser l'herbe, pour faire pousser les céréales. Et donc au final, le chiffre qui ressort, le chiffre normand qui ressort, c'est qu'il faut environ 200 litres d'eau pour produire 1 kg de viande bovine. Voilà, c'est quand même très très différent des 15 500 litres d'eau. Après, je ne dis pas que ce chiffre est faux, parce que peut-être que dans certaines conditions climatiques, dans certains endroits dans le monde, on peut arriver à ce chiffre-là. Quelqu'un qui voudrait faire pousser du soja au milieu de l'Afrique, forcément, il aurait besoin de quelques litres d'eau. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de chiffres dans ce film qui sont à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. En tout cas, pareil sur la quantité de céréales pour produire 1 kg de viande bovine. Alors, je ne sais plus, il parlait de 9 kg, il me semble, pour 1 kg de viande bovine. Et il semblerait qu'en Normandie, dans le Grand Ouest, on serait autour de 2 kg de céréales pour 1 kg de viande bovine. Donc il y a de nombreux chiffres comme ça qu'il faut relativiser. Et qui, voilà, c'est un film qui est là aussi pour faire réfléchir, mais qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. Oui, la rumination. Ça, c'est ruminer, ça. Celle-là, là. Le mec remue sa bouche. C'est ça, la rumination. C'est le haro sur les vaches pour l'effet de serre. C'est dû à la rumination. Quand elle rumine, et en même temps, elle lâche dans l'atmosphère du méthane. Et le méthane, c'est un gaz beaucoup plus pénalisant pour le réchauffement climatique que le gaz carbonique. Tant que les vaches broutaient de l'herbe, cette émission de méthane était minime. C'est en introduisant des protéines comme le soja dans les rations que ces émissions de méthane ont explosé. Pour répondre à une question un peu dans la salle, une question pratico-pratique. On a mis en exergue le système maïs-soja avec M. Pochon.
cette communion maïs-soja? Toujours pareil, sur la viande bovine uniquement, voire viande ovine, mais on n'est pas sur des territoires qui en produisent beaucoup. Mais c'est vrai que les productions de viande bovine à base d'herbe, donc qui sont effectivement économes en eau, sont une alternative avec je pense, des résultats économiques. Alors là, on a peu quand même aujourd'hui. Ce que je voudrais revenir là, ce qui a été dit par Van Terroir, c'est quand même une grosse partie de la production de viande bovine, même en Normandie, est quand même faite sous des formes ateliers de taurillon qui utilisent donc des aliments conservés, maïs en silage, avec des compléments de protéines. Mais pour revenir à une production de viande bovine sur nos territoires, il n'y a pas de souci, hein, il y a quand même il y avait toute une filière. Il y a des labels qui sont en place, donc l'agriculture biologique est bien organisée. Il y avait une filière, par exemple, SQRN, donc, qui valorisait la viande de race normande. Bon, je ne sais pas où ça en est actuellement. C'est vrai qu'il y a des possibilités de vivre de la production bovine à base d'herbe. Et on arrive aussi à des chargements, parce que quand on parle de chargement à l'hectare, donc non du GB, hein, vous savez tous ce que c'est. Donc unité de gros bétail à l'hectare, on arrive aussi, même en bio, sur des pâturages, notamment des prairies temporaires, on arrive à des chargements qui peuvent aller jusqu'à 1,8 UGB à l'hectare. Donc c'est faisable. C'est peut-être moins qu'avec du maïs, mais pendant ce temps-là, on n'importe pas du soja, qui effectivement participe à la déforestation dans d'autres pays. Mais c'est vrai que l'herbe a l'inconvénient de ne pas faire marcher l'industrie. Et je voudrais revenir à un petit rappel historique. C'est qu'après la guerre, il y a eu le plan Marshall. Et on a, l'industrie, qui effectivement a participé à la guerre, a fallu qu'elle se réorganise. Donc le plan Marshall, les usines d'armement, au lieu de faire des chars, on s'est mis à faire des tracteurs, donc pourquoi pas, il fallait effectivement que l'agriculture se modernise. Les fabricants d'explosifs, ils ont fait des engrais, et puis les fabricants de phytosanitaires et des fabricants de gaz, etc., qui ont été utilisés, eh bien ils se sont mis à faire des phytosanitaires, quoi. Et donc quand on revient à ça, c'est vrai que l'industrialisation de l'agriculture, il y a un aspect très politique dans cette affaire-là. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à consommer autant de viande aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. En fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a changé complètement le contenu de nos assiettes. Les gens ont eu faim et donc tout d'un coup, la nourriture de l'après-guerre va être terriblement valorisée. On va en quelque sorte compenser la famine vécue pendant la période de guerre en faisant des aliments, et plus spécialement de la viande, un signe de distinction qui rassure. Les gens qui peuvent s'offrir de la viande sont des gens qui disposent d'une certaine aisance matérielle et sociale. Et en même temps, si on peut produire de plus en plus de viande, on va donner à de plus en plus de gens le sentiment d'être ainsi dans une situation de sécurité, dans une situation rassurante. En 1950, la population mondiale était d'environ 2,5 milliards d'habitants. À cette époque, dans les pays développés, on consommait annuellement environ 50 kg de viande par personne. Et pour 2050, on estime que la population mondiale sera d'environ 9 milliards. Pour alors, la consommation annuelle de viande par habitant sera d'environ 90 kg. Selon la FAO, nous abattons aujourd'hui déjà 60 milliards d'animaux par an. Une dernière question, mais je vais encore m'adresser à vous parce que c'est une question qu'on entend régulièrement et il y en a certains qui vont se reconnaître dans la salle. C'est bien gentil si on diminue les élevages industriels, on va éventuellement passer en bio, mais en système plus réducteur. Est-ce qu'on sera capable en 2050 de nourrir 9 milliards d'individus sur la planète alors? Je sais que c'est très long, on pourrait faire 4 heures là-dessus, mais vous avez 30 secondes. 30 secondes, donc même pas, la réponse est oui. Non, sérieusement, il y a aujourd'hui une réflexion qu'il faut avoir sur le type d'agriculture nécessaire à la survie de l'humanité. Le type d'agriculture qu'on a aujourd'hui, productiviste, qui se pose la question de la baisse des coûts,
ne peut pas répondre aux besoins qui sont les besoins fondamentaux de l'ensemble des populations. Il faut raisonner, encore une fois, culture vivrière, et si on raisonne culture vivrière, on va raisonner par rapport aux besoins propres des populations locales. À partir de ce moment-là, on va se poser des questions supplémentaires, qui sont les questions pour savoir comment on va pouvoir alimenter cette population locale. Et à partir de là, on fait à la fois une autre agriculture, on conserve ce qui est le propre d'une culture, et dans le même temps, on peut nourrir l'ensemble de la population. Parce qu'en fait, ce que disent les Malthusiens, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ne fait pas partie des modalités de raisonnement réel de l'économie. On peut nourrir l'ensemble de la population à partir du moment où on raisonne différemment et on se pose d'autres types de questions que des questions simplement d'augmentation du profit. Ce qui a été dit dans le film qui est important, c'est qu'il y a énormément de gaspillage. Parce que dans ce cadre-là, évidemment, on jette beaucoup. Aux États-Unis, on jette beaucoup. En France, on jette beaucoup. Dans l'ensemble des pays développés, on jette énormément. Et si on se posait des questions qui sont des questions autour de la nourriture réelle des populations, de leurs besoins, on pourrait aisément à la fois raisonner autrement et à la fois nourrir tout le monde. Et je crois, peut-être qu'un jour on n'y arrivera pas, peut-être qu'un jour il faudra faire autrement, il faudra s'interroger, mais pour l'instant, à vue d'homme en tous les cas, dans le cadre des prévisions qui existent aujourd'hui, on peut le réaliser. Ce qu'on ne pourra pas réaliser si on poursuit avec le mode d'agriculture actuel, parce que le mode d'agriculture actuel n'est pas viable, il n'est pas vivable tout simplement. Et quand on parle de durabilité, on en parle beaucoup aujourd'hui, de sustainable comme on dit en anglais, eh bien, il faut aussi s'interroger sur le mode d'agriculture que nous avons à l'heure actuelle. C'est ce type de réflexion que vous serez obligé de faire, et faites attention à une autre dimension, vous ne pouvez absolument pas ignorer ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe. Le budget européen a une conséquence directe sur les subventions, sur le type d'agriculture qu'on veut. Il faut aujourd'hui se poser des questions qui sont des questions autour de l'Europe, de sa constitution, de sa construction, du modèle qui est celui de l'Europe. Et je crois que ça fait partie essentiellement de ce qu'est notre rôle de citoyenne et de citoyen pour pouvoir aujourd'hui déterminer une autre manière de vivre. Somehow there's been a disconnect between this very clever brain, which has taken people to the moon, which has created the internet. I mean, amazing what we've done. And the human heart, the seat of love and compassion.